Les temps de l'annonce diagnostique, s'ils s'inscrivent dans une démarche d'écoute précautionneuse, vont interroger inévitablement la dynamique familiale avec le poids de l'angoisse que risquent d'induire les modifications de regards croisés posés sur le malade. Plus que dans toute autre pathologie où le savoir médical et la pertinence du diagnostic est le préalable à une conduite thérapeutique efficace, l'annonce d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence pose la question de la recevabilité du diagnostic, du désir du malade à savoir et de la capacité de ses proches à entendre. Cette annonce suppose donc une évaluation soigneuse de la dynamique familiale, des relations des uns par rapport aux autres, des souffrances induites, mais aussi des ressources et des capacités de changement, dans un travail de co-construction où les soignants se font passeurs, selon le terme de Pierre Charazac, pour maintenir le lien. Dire le diagnostic permet alors de mettre un nom sur les changements dans la relation, de parler de la vie d'avant, des projets perdus et de l'avenir et du jamais plus. L'évaluation de l'histoire familiale est un préalable à la reconstruction des alliances qui autorise à vivre l'ici et le maintenant à cause des traces mnésiques consistantes qui perdurent malgré la pathologie. J'avais proposé aux 7 enfants de Madame C une rencontre quelques semaines après l'annonce du diagnostic de la maladie de la mémoire, faite à leur maman et à son fils aîné, le seul à la retraite et donc le plus disponible. C'est la vieille dame qui voulait comprendre ses troubles car elle avait besoin d'envisager son avenir, d'autant qu'elle était la tutrice de Catherine, sa 2e fille trisomique. Samedi après-midi, tout le monde est là, de régions et de milieux divers. Certains sont venus avec leurs conjoints qui vont finalement décider de rester en dehors de la salle. La tension est palpable entre ceux qui savent déjà, ceux qui ont lu les articles sur Internet, ceux qui n'y croient pas, ceux qui ont la solution et ceux qui ont déjà pris leur distance. Catherine est là, troublée mais silencieuse. Assise auprès de Madame C, je lui demande de me présenter ses enfants et de me parler d'eux. Elle les nomme un à un, hésite sur un prénom, mais y réussit et le soulagement est alors perceptible chez certains. Et puis, quand ils étaient petits, nous avions l'habitude de nous promener dans les bois le dimanche après-midi. Et j'avais toujours peur de les perdre. Alors, nous avions inventé un cri de ralliement. Silence autour de la table. Et puis, d'une seule voix, ce cri poussé par les 7 frères et sœurs dans le bureau de la consultation. Cri d'enfance, cri de colère et d'émotion, d'une solidarité passée et retrouvée, cri de détresse quand on est perdu et qu'on a besoin de se retrouver autour de la maman. Terriblement d'actualité. Madame C a les larmes aux yeux, mais elle sourit. Je les aime tous pareils. Alors commence le chemin de l'Alliance, où toutes les solidarités vont être interrogées autour de la maman et de Catherine, à cause d'une histoire passée où chacun trouve sa place dans ce qui continue à exister, malgré, avec et à cause de la maladie. La prise en charge systémique de la famille, en incluant le malade comme sujet parlant et non seulement comme patient désigné, objet de soins et fardeau pour l'aidant, prend en compte la notion d'identité familiale avec sa flexibilité, ses capacités d'adaptation et son histoire propre. Car la maladie porte atteinte à l'identité familiale avec des fantasmes d'anéantissement, de perte de sens et de déshumanisation. La peur de l'hérédité ou de la répétition, la culpabilité et la recherche de facteurs déclenchants dans l'histoire familiale va mettre à mal le lien des uns par rapport aux autres. C'est depuis le divorce de mon frère que tout a commencé. Notre fille ne nous parle plus, alors ça devait bien arriver. Tentative désespérée de faire sens, de comprendre, de trouver un coupable pour une maladie qu'on n'explique pas et qui va mettre à mal tout l'équilibre familial et les liens
et ce, d'autant plus que la parole même du patient n'est pas entendue. Car la maladie entraîne une perméabilité nouvelle des frontières relationnelles, avec des rôles qui se redistribuent et l'intrusion des enfants ou des frères et sœurs dans l'espace intime du couple parental et de la fratrie. C'est précisément cet intime que déchire la maladie d'Alzheimer, ainsi que l'exprime Michel Delage. Bien avant la pose du diagnostic, les patients et les familles y ont pensé, et c'est peut-être là que se situe l'origine du déni, du refus, de la peur de l'intrusion des soignants, des propositions souvent contradictoires de ses membres comme une tentative de protéger une identité familiale mise à mal. Comprendre non seulement l'histoire, mais aussi le fonctionnement familial, les loyautés, les codes de communication verbale et non verbale dans les échanges paradoxaux est un préalable à la reconstruction des liens. Il s'agit alors d'écouter cette histoire unique, les événements, les moyens utilisés pour résoudre les situations douloureuses et les crises antérieures, les alliances passées et présentes. Le génogramme que l'on prendra soin d'établir dès la première consultation est au centre de l'interrogatoire du malade puis de sa famille. Il peut être complété au fur et à mesure des entretiens familiaux et dévoile souvent d'autres informations pertinentes qui font sens et donnent à l'histoire familiale un autre éclairage. Ainsi, identifier les capacités de changement et la flexibilité d'une famille est un préalable sans cesse interrogé tout au long de la durée de la prise en soin. Deux types de familles semblent plus exposés. Les familles enchevêtrées ou fusionnelles, où les membres ont un fort besoin les uns des autres pour se sentir en sécurité, avec des loyautés très fortes et un sentiment d'appartenance qui fait que le malade est vite l'objet de tous les investissements de façon parfois intrusive. Les rôles et les places sont alors confondus, mais les frustrations rarement exprimées. Les familles désengagées sont à l'opposé caractérisées par un faible sentiment d'appartenance et si la maladie survient, sa prise en charge reposera sur une seule personne, le conjoint en principe ou la fille souvent célibataire, désignée de longue date comme le bâton de vieillesse des parents. Et les autres membres se déchargeront alors de leurs responsabilités, tout en abreuvant de conseils l'aidant principal qui est à fort risque d'isolement et d'épuisement. L'objectif de la thérapie familiale est de permettre au système de se transformer, tout en gardant sa continuité, de reconstruire des liens et ainsi de permettre au malade de retrouver ou d'enfin trouver son statut de sujet à part entière dans sa famille. La maladie va autoriser d'autres formes d'alliance à cause d'un passé revisité, mais aussi grâce à la liberté nouvelle d'interprétation des événements. Pour cela, il importe de faire découvrir l'inefficacité des moyens de communication habituels, tout en signifiant qu'à tout moment, le patient est digne d'être entendu. Car il s'agit bien de soigner le malade, de prendre soin de ses proches, mais aussi de maintenir les liens. Les messages paradoxaux véhiculés par les émotions font dysfonctionner la relation. La permanence des plongeons mnésiques rétrogrades met à mal les codes de communication. Et dans le prêt d'intention, tout cela risque d'enfermer le malade et ses proches dans une communication erronée où la perte de sens favorise les conflits. Lorsque la communication au sein de la famille n'est plus possible, c'est le patient qui va en être une victime silencieuse. Car il a une conscience douloureuse que ces troubles sont source de ces conflits et qu'il ne peut prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut alors être amené à mettre en scène des comportements de fuite ou de violence, voire de régression, jusqu'au désinvestissement et à l'abandon de vivre. Dans l'identification des sentiments d'injustice, de dette, de devoir et de culpabilité, la prise en soin systémique autorise l'intégration de la maladie dans l'histoire familiale et protège ainsi de la menace de rupture, de l'invalidation du malade et de la mise en place des systèmes de défense préjudiciables. Ce sont donc toutes les formes d'alliance qu'il s'agit de reconstituer. Car si les échanges ne sont pas symétriques dans la maladie d'Alzheimer, il n'en reste pas moins vrai que chaque personne a besoin de se sentir un être de valeur dans sa capacité à donner et sa légitimité à recevoir. Pour terminer très rapidement, trois cas cliniques, très rapides. Monsieur D a 60 ans, avec son épouse de 20 ans plus jeune, ils ont un fils de 17 ans en pleine crise d'adolescence, dit sa mère.
passant plus de temps avec les copains qu'à aider aux travaux de la maison ou à étudier en classe. Et lorsque le garçon traite son père de vieux CON qui perd la boule, dans les semaines qui suivent l'annonce diagnostique, la mère est effondrée, mais elle nous dira avoir validé implicitement ses propos. Déchaînement de violence de monsieur contre l'enfant, dont la parole lui aura aussi rappelé ses affrontements avec son propre père. Questionner le fils sur la relation à son père, questionner le père sur son rôle de père malgré la maladie, sur la place de la mère, tu es avec moi ou contre moi. Et puis finalement l'idée qu'il s'agit d'accompagner toute cette famille simplement face à un ado en crise et que tout cela n'a rien à voir avec la maladie. Madame Depay a 57 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 5 enfants et depuis 15 ans, à tour de rôle, ils veillent sur leur vieille maman, elle aussi porteuse d'une maladie d'Alzheimer. Mario, son mari, est maçon et souvent en déplacement sur les chantiers. Leurs 2 fils sont au lycée et tentent de pallier les difficultés de la maman. Très vite, les sœurs de Madame se sont octroyées le rôle d'aidant principal, habituées qu'elles étaient bien sûr dans la connaissance de la maladie. Très vite, on a pu avoir l'impression qu'elles avaient invalidé Mario, prétextant le protéger. Les enfants expriment qu'ils ont bien besoin des tantes, mais se demandent si on ne pourrait pas au moins laisser les parents faire les courses du samedi ensemble. Ce serait leur moment en amoureux encore, nous disent-ils. Préserver les liens et la place de chacun quand la maladie s'invite. Entendre le désir des garçons d'une image du couple qu'ils découvrent. Permettre aux parents de dire qu'ils sont finalement très attachés l'un à l'autre dans un devenir qui va s'inscrire avec la maladie. Et cette année, pour la première fois, pendant les vacances au Portugal, monsieur a décidé d'emmener sa femme au restaurant tous les jours pour lui éviter d'être en échec face au repas qu'elle ne savait plus préparer. Monsieur D est malade. Dans sa jeunesse, engagé dans la vie syndicale, aimant la danse et les amis, il s'est peu à peu exclusivement consacré à son épouse et à ses enfants, au détriment, disent ses frères et sœurs, de notre tribu. Elle nous l'a enlevé et nous l'a complètement changé. Quand la maladie survient, chacun a son explication et personne n'ose demander ou offrir de l'aide. Monsieur D a besoin de ses frères et sœurs pour évoquer les souvenirs, mais il a aussi besoin de son épouse avec qui il est très lié. Et c'est autour de lui et grâce à lui que la rencontre a pu être à nouveau possible entre sa femme, ses enfants et ses frères et sœurs. Ainsi, c'est en mobilisant toutes les ressources imaginatives pour créer et fortifier l'alliance thérapeutique que des solidarités mystérieuses viendront renforcer la notion d'estime de soi et la place unique de malade, acteur de sa vie jusqu'au bout et facteur de changement au sein de sa famille. Je vous remercie.